Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal. Merci de choisir DRTV pour vous informer. À la vitrine de ce Digital Info, le Sansa donné au 8 mars. Paradoxe d'éclairage sur le boulevard Alfred Raoul de Mpita. Reconnue par les instances internationales comme la journée d'honneur adressée à toutes les femmes de la planète Terre, une journée donnée à la femme de reconquérir sa dignité et sa place qu'elle devait assumer dans la société. Avec une question du genre à mettre en valeur dans l'intérêt de la reconnaissance véritable du statut et de la condition globale de la femme. Elle n'est pas simplement une journée festive, dominée par des activités de routine, boire, manger, voire danser pour célébrer la femme. Le 8 mars doit être une journée axée sur des symposiums, des conférences-débats, des exposés animés par des éminentes femmes de spécialités diverses. Une journée de partage et d'échanges socioculturels. Autant de pistes à explorer permettant à la femme de revaloriser sa condition, son statut d'épouse au foyer, de mère d'enfants et surtout de cadre d'administration publique ou privée. Tel est le sens attribué au 8 mars, avec la conviction que toutes les femmes aient en conscience le seul idéal de leur combat. De leur affranchissement au regard de l'évolution sociétale que le gouvernement congolais met à profit pour redorer le nouveau visage de la femme dans la nouvelle République. À 12h, on se croirait à 23h sur le boulevard Alfred Raoul de Mpita, en allant vers le rond-point Bunzi. Des lampadaires souvent lumineux en journée, consommant à foison l'électricité abyssant dans d'autres secteurs de la ville. Un spectacle habituel que vivent les populations de ce quartier rendu moderne par la réfection du boulevard Alfred Raoul. Pourtant, elle passe des nuits sans lumière, avenues et rues plongées dans une obscurité béante. Ce qui n'est pas du goût de ses habitants gardant l'anonymat, qui fustigent la défectuosité du réseau électrique urbain, avec ses délestages sectoriels et ses coupures récurrentes, causant parfois des préjudices matériels aux usagers. Un paradoxe d'éclairage qui ne profite pas aux activités socio-économiques de ces populations. Ce phénomène accroît l'insécurité nocturne constatée dans cette zone, viols, braquages et autres maux connexes sont les fils des ténèbres. En tant qu'un service public urbain, l'éclairage public d'une ville doit respecter les normes de distribution du réseau. Une tâche noble que l'on fait avec vocation et professionnalisme. Pour le bien de ces usagers qui payent l'électricité, sans parfois ne pas jouir d'une consommation régulière au compteur et au forfait. Le centre de santé intégré de Mpita dans l'arrondissement 1, Emery Patrice Lumumba, est l'une des structures hospitalières publiques les plus salubres de la ville de Pointe-Noire. Composé de 2 blocs sanitaires, ce CECI offre aux populations des quartiers Mpita, Timbamba, La Loya, Kilomètre 4 et autres des soins de qualité. En dépit des difficultés matérielles, financières et du personnel, le CECI de Mpita est le cadre idéal pour la mère et l'enfant. En effet, dans ce cadre pilote, plusieurs femmes préfèrent y accoucher. Des campagnes de vaccination sont couramment organisées dans cet hôpital. Toutefois, la beauté de ce cadre n'est pas sans difficulté. Des difficultés qui ont amené l'assistant général Jean-Richard Mbungu à lancer un SOS auprès des autorités. Nous avons besoin de beaucoup d'assistance, surtout dans le cadre du matériel. Parce que le matériel, vous pouvez les avoir au début, mais la maintenance est à l'amortissement, donc il faut les changer régulièrement. Et sur les médicaments aussi, surtout les médicaments essentiels, vous savez que le programme que le président nous a demandé de traiter les patients, tout sous le cas de paludisme simple, la gratuité entre 0 et 15 ans et les femmes enceintes. Donc il y a des moments où il nous va falloir être ravitaillés régulièrement pour que ce côté-là, qu'il n'y ait pas de difficultés du point de vue de traitement. Il faut souligner que ce CECI de Mpita est un don d'une société pétrolière de la place aux populations de cette partie de la ville. Des images qui parlent d'elles-mêmes.
Ce mécontentement est celui du personnel de l'hôpital général de Luandjili qui, le matin du lundi 6 mars, a mis en exécution son préavis de grève. Les problèmes sont connus de tout le monde. Les travailleurs revendiquent la valeur du point d'indice à 300, le relèvement de la valeur du point d'indice. Décision douloureuse tant pour les malades qui, ici, repartent vers d'autres hôpitaux que pour les autorités administratives obligées de descendre sur les lieux s'enquérir de la situation, mais pas seulement. Ce sont des revendications qui sont réelles, qui sont des revendications objectives. Mais dans la faisabilité, il n'y a pas que la direction générale de l'hôpital général de Luandjili, il y a aussi le niveau central. Parce que pour augmenter un salaire, ce n'est pas la direction générale, nous n'avons pas de caisse ici. Ainsi, à l'issue d'une longue visite des différents services de cet hôpital, le préfet Alexandre Honoré Paka a tenu les propos suivants. Et avons décidé de manière consensuelle la levée de la grève. Et avons également requis tous les médecins, tous les agents de la santé en poste d'être à leur poste de travail. Et nous décidons également de la poursuite des négociations jusqu'à l'aboutissement des conclusions qui sont d'ailleurs exécutoires parce que déjà nous annonçons le paiement des salaires du mois de janvier d'ici là. Donc l'une des revendications principales va déjà connaître sa réponse. Fonctionnant à mi-régime, les services et les abords de l'hôpital ont affiché une bonne partie de la matinée des allures d'une ville morte. Pendant que nous quittions les lieux, la cellule de crise entrait dans sa première séance de travail. Autrefois consommé qu'à la partie septentrionale de la République du Congo, le tchamu-tchamu est en passe de devenir la coqueluche de la jeunesse à Pointe-Noire. Ce vin local, extrait d'une espèce de palmier qui ne pousse qu'en zone marécageuse, est consommé de préférence chaud. Un processus qui le rend plus séculent et plus aseptique. Pour les férus de ce vin, le tchamu-tchamu est un produit bio qui regorge d'énormes vertus. En prenant le tcham, des trucs comme la grippe, la toux, le palu, généralement, s'en passe. À l'origine, le tcham se prenait froid. À l'arrivée du président Martin Ngouabi, vous-même vous le connaissez, il était pour nous comme un génie. Il a pensé qu'il a fallu bouillir le tcham. Et avec son expérience, on a compris que même les microbes n'existent plus dans le tcham. À Brazzaville, certains spécialistes du tchamu-tchamu pensent déjà à l'industrialisation de ce produit local dont la réputation commence à traverser les frontières nationales. Les entreprises africaines dirigées par les femmes sont aussi productives que celles dirigées par les hommes. Pourtant, elles restent minoritaires avec un pourcentage oscillant entre 7 et 30%. Un déséquilibre qui a aussi stigmatisé Jocelyne Milandou, présidente de l'Association des femmes juristes du Congo. Ce qui est touchant, c'est que les inégalités de genre, en fait, ne changent pas. La situation des femmes est toujours aussi difficile. Vous savez que le Congo est classé 4e avant-dernier. Et ça se comprend, parce que la chambre basse, chez nous, compte 7% de femmes, la chambre haute, 19%. Alors, je me demande s'il y a vraiment la volonté politique pour que les choses changent du point de vue des inégalités. Le représentant adjoint du PNUD au Congo, Mohamed Habshir, a analysé les facteurs politiques, économiques et sociaux qui entravent la promotion de la femme en Afrique et propose des politiques et des mesures concrètes pour combler l'écart entre genres. Inès Nefer-Berti Ingani, ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, à son tour appelle la situation des femmes en Afrique en général et au Congo en particulier, par rapport au poste stratégique
de prise de décision, d'où réduire l'inégalité entre l'homme et la femme avant de recevoir le rapport du PNUD qui ressort le constat du retard en matière d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes en Afrique. C'est pas tous les jours qu'un bus de particulier rempli de personnes dans la cour de la direction générale de la police. Ceux qui y descendent, c'est un réseau de voleurs avec comme spécialité dans leur opération le boom à l'étranger. Ces derniers opèrent comme, permettez-moi l'expression, des militaires, comme une véritable section d'infanterie, en ce sens que ils ont des guetteurs, ils procèdent à la reconnaissance dans leur préparation bien sûr, ils ont des trousseaux de clés qu'ils essayent. Bref, ils passent tout leur temps à étudier leurs cibles dans ces allées et venues. Et le moment venu, ils les passent donc à l'action. Ce sont donc des boomers à l'étranger qui ont été pris la main dans le sac par la police. Parmi ceux qui sont passés dans la nasse de ces voleurs, cette église ou dans cette parcelle, nous sommes dans la rue Mbé à Petit-Chose. Ce jour-là, c'était à 2 heures, ils ont fait le mur, défoncé la grille de cette fenêtre, déchiré cet anti-moustique et opéré. La dame de la maison qui a requis l'anonymat raconte. Ils avaient pris tout leur temps. Ils ont pris les sacs, ils ont jeté les papiers partout au salon. Ils sont entrés dans l'autre chambre, ils ont pris beaucoup de choses, le fer, ils ont déposé au salon, dans la cuisine, les packs de jus, les sacs, l'ordinateur portable. Ils ont déposé au salon, mais ils n'ont pas eu le temps d'emmener cela. Maintenant, je me suis rendu compte qu'ils ont pris mon téléphone portable qui était au chevet de mon lit dans la moustiquaire. Donc, ils sont rentrés dans la chambre, ils ont eu le temps d'ouvrir la moustiquaire, je dormais, ils ont soulevé le téléphone, ils sont partis avec. Ils ont pris le temps de choisir, ils ont pris le téléphone Android, ils ont laissé l'autre là, anti-complexe. Dans leur action, ils avaient emporté les contacts de ce véhicule. Le même jour, dans cette boutique d'alimentation fermée, ils avaient tout emporté. Congélateur, instruments de musique, casier de bière et bien plus encore. Parmi leurs actes aussi, dans cette parcelle, un dimanche matin, alors que la famille est à l'église, un de leurs signale l'absence de tout le monde. Ils sont entrés, ont pris tout ce qu'ils pouvaient. C'est ça, le boom à l'étranger. Bonne nouvelle pour les malades du cancer, de l'hépatite virale et rénale. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de stratégie nationale pour la lutte contre ces maladies, élaboré en 2013, un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministère de la Santé et de la Population et le laboratoire Roche. Traitement du cancer, de l'hépatite virale et des maladies rénales qui coûtent excessivement cher avec cet accord sera vendu à moindre coût. Car le laboratoire Roche s'engage à pouvoir vendre ces médicaments à l'État congolais avec une réduction de 60%. 24 médicaments fabriqués par le laboratoire Roche sont utilisés par l'Organisation mondiale de la santé. Le laboratoire s'occupera également de la formation des professionnels de la santé. Autre objectif qui s'est assigné, le laboratoire Roche, rendre ces médicaments disponibles en Afrique subsaharienne. Après 3 mois, les deux parties vont encore se retrouver pour la matérialisation de ce projet. La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a indiqué qu'un programme sera validé par le gouvernement pour le suivi de cet accord. Il faudra encore attendre avant un accord de partenariat économique Afrique centrale-Union européenne.
le COMINA, le comité des ministres en charge des négociations de l'accord de partenariat économique Afrique centrale, Union européenne, a rejeté la proposition de l'Union européenne de mettre fin aux négociations régionales avec l'Afrique centrale et d'adhérer à l'accord d'étape signé avec le Cameroun. L'Afrique centrale marque sa disponibilité, sa disposition à examiner l'adhésion à l'accord d'étape du Cameroun, mais sous certaines réserves. La 16e session du COMINA a préféré le statu quo, regrettant au passage la décision unilatérale de l'Union européenne de mettre fin aux négociations régionales avec l'Afrique centrale, sans tenir compte de l'esprit de partenariat prôné par l'accord de Cotonou. Au regard du caractère unilatéral de la décision de l'Union européenne et tenant compte de l'instruction de certains chefs d'État rappelés plus haut, le COMINA devrait s'orienter vers la convocation d'un dialogue politique tel que prévu à l'article 8.3 de l'accord de Cotonou afin de débloquer le processus de négociation actuellement en difficulté. Les ministres en charge du commerce d'Afrique centrale ont donc rejeté, selon la déclaration issue de ces travaux, toute forme d'adhésion en l'état à l'accord signé entre le Cameroun et l'Union européenne. L'Afrique centrale tient à ce que l'aspect développement soit clairement mentionné. Nous disons oui, nous sommes disposés avec le partenaire européen à regarder dans quelles conditions nous pouvons arriver à trouver des solutions ensemble. Nous sommes disposés, mais nous insistons dans cet accord le volet développement. Le président de la commission de la CEMAC a été chargé de transmettre la déclaration du COMINA au président de la Commission européenne, au président du Conseil et du Parlement européen, ainsi que à l'Union africaine. Du 4 au 5 mars 2017, une mission des Nations Unies a séjourné 2 jours durant dans la capitale nigérienne. La situation sécuritaire et ses conséquences humanitaires sont les points abordés au cours de cette visite. Objectif, apporter le soutien du Conseil au Niger dans la région de Difa, au sud-est du pays, fait partie des zones touchées par l'instabilité sécuritaire liée aux activités de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. La sécurité, c'est une de nos premières préoccupations. Le Niger est en effet dans un triangle de menaces qui va de la Libye au Mali et du Mali au bassin du lac Tchad. Il consacre depuis plusieurs années environ 10% de ces ressources budgétaires à la sécurité. Le Niger lutte pour relever les défis liés à la pauvreté et à un faible indice de développement humain. Selon la délégation onusienne, le pays doit figurer parmi les priorités de la communauté internationale. Les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité plaident pour que le Niger ne soit pas oublié. Le Niger, avec les pays de la sous-région, ont uni leurs forces pour monter à la ligne de front dans le combat contre Boko Haram. Ils l'ont fait pour le Niger, pour la sous-région, mais également pour le monde entier. Eh bien, puisqu'ils l'ont fait pour le monde entier, il faut que le monde entier vienne au secours du Niger. A noter que 4 pays du bassin du lac Tchad, touchés par les violences causées par Boko Haram, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger sont concernés par ces visites du terrain des Nations Unies. Après le Niger, la délégation qui s'est déjà rendue au Tchad puis au Cameroun est attendue ce lundi 6 mars 2017 à Maiduguri et à Abuja au Nigeria. Ils arrivent chaque jour par centaines dans ce camp de réfugiés situé à la frontière soudanaise. Des femmes et des enfants essentiellement, tous venus du Soudan du Sud, où l'état de famine a été déclaré le 20 février 2017. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. J'ai décidé de venir ici parce que mon village a été attaqué, mon mari et mes voisins ont été tués. Je me suis enfuie pendant la nuit et il m'a fallu 3 semaines pour arriver ici. Ce triste constat est à déplorer depuis décembre 2013.
date à laquelle ont commencé les combats entre les partisans du président Salva Kiir et de son ancien Premier ministre Riek Machar. Depuis, 3 millions de déplacés ont fui les violences. Il s'agit du plus grand exode massif de population depuis le génocide rwandais en 1994. Le camp était à environ 30% de sa capacité il y a peu de temps, car près de 50 000 réfugiés avaient pu repartir, mais à présent, c'est comme si nous avons fait un bond en arrière. Les chiffres sont les mêmes qu'en 2007, voire élevés, car nous accueillions à l'époque entre 80 et 90 000 réfugiés. Aujourd'hui, nous sommes en passe de dépasser les 100 000. Le Soudan, qui compte déjà 330 000 réfugiés sud-soudanais, a mis en place des centres de transit à la frontière et des camps de réfugiés à travers tout le pays. Mais les organismes humanitaires manquent de moyens et craignent d'être rapidement débordés. Les Nations Unies ont lancé un appel pour récolter 166,65 millions de dollars, mais n'ont pour l'heure obtenu que 5% de cette somme. 69 artistes équato-guinéens nominés au prix Meilleur Artiste National édition 2017. L'événement, deuxième édition du genre, s'est déroulé ce week-end à Malabo. Le prix Jean Cham Média a réuni le monde du showbiz local. Des chanteurs nationaux et internationaux sont récompensés par catégorie. Une initiative inédite de promotion de la culture équato-guinéenne. J'ai écouté quelques critiques après la première édition de l'année dernière. Certains artistes ont dit que le gouvernement ne prend pas en charge la culture nationale. Cela n'est pas vrai, car c'est grâce à la politique gouvernementale que des jeunes comme ceux de notre équipe sont capables de réaliser le rêve des artistes nationaux. C'est par des messages écrits ou vocaux, mais aussi par le biais d'Internet que le public a choisi les artistes, et cela par catégorie. Black Bay est l'un des pionniers du rap moderne équato-guinéen. C'est la première fois qu'il est primé pour son œuvre dans le pays. J'ai montré mon amour pour la Guinée équatoriale et je pense qu'il était temps que l'on me le rende. Je voudrais davantage participer aux événements culturels du pays. Cette initiative de remise de prix aux artistes nationaux devrait être maintenue. Chacun a son tour dans le monde de la musique. Aujourd'hui, c'est le tour de Fiston Boy. D'autres auront leur chance demain quand ils auront travaillé dur comme il faut. Cet événement a réuni 69 artistes équato-guinéens et du continent africain. Les fonds recueillis dans la première édition ont été donnés au comité de la Croix-Rouge du pays. Selon l'organisation, cette fois-ci, les fonds seront destinés à l'orphelinat SOS de Bata. Conformément à la loi des finances 2017 de la République du Bénin, les opérations de transfert d'argent sont désormais soumises à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Cette imposition concerne les transferts d'argent dits rapides à l'exemple de Wari, Western Union, MoneyGram ou encore Mobile Money. Les virements bancaires nationaux et internationaux n'en font pas partie. Les perspectives actuelles de l'économie béninoise s'inscrivent dans le cadre de l'orientation du programme d'action du gouvernement PAG pour la période 2016-2021. L'activité économique du Bénin est restée soutenue malgré les fléchissements notés ces 3 dernières années. Le taux de croissance du PIB réel s'était établi à 4,6% en 2016 contre 5% en 2015. Selon la commission financière de l'UEMOA, le taux de bancarisation du Bénin s'est établi à 17,05% en 2016, un taux jugé encore faible par les experts. Une attaque contre la base militaire de Boulikessi dans le centre du Mali, proche de la frontière burkinabé, a fait 11 victimes et 5 blessés du côté des soldats maliens. L'affrontement a eu lieu ce dimanche 5 mars. Pour l'heure, les assaillants n'ont pas encore été identifiés. Du matériel de guerre a été emporté et des véhicules de l'armée calcinés. À Boulikessi, un poste militaire situé au sud-est de Ombori, vers la frontière du Burkina Faso, une horde de terroristes s'est déferlée sur ce poste militaire. Et dans l'attaque, les FAMA déplorent 11 morts, 5 blessés. Le nord du Mali, bastion de mouvements djihadistes, est le théâtre de violences et d'attaques meurtrières. Selon le ministère de la Défense, des soldats ont été envoyés en renfort sur les lieux. Un imposant dispositif sécuritaire est établi afin de veiller sur les populations riveraines et de parer à d'éventuelles nouvelles attaques. Sur instruction du Conseil restreint de défense et sur instruction du ministre de la Défense, une série de mesures
a été prise pour ramener le calme, rassurer les populations et continuer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je peux parler notamment du déploiement d'un détachement du GTIA Waraba à Boulkessi, mais aussi des actions de mise en alerte de toutes les forces qui sont dans le secteur. L'attaque de Boulkessi intervient alors que les autorités intérimaires doivent être installées ce lundi 6 mars après moult reports. Selon la Fédération internationale des droits de l'homme, la rébellion au Nord Mali a occasionné en 2016 le décès de 332 personnes, dont 207 civils.